après avoir eu le privilège de recevoir le président de Sauveteurs sans frontières, Ariel Levy, Ouais. il vient d'Israël, il se déplace dans le monde entier. Nous avons cette fois-ci Sabrina Medjeber. Et celle-ci, elle vient de France. Elle est notre invitée et c'est un plaisir vraiment immense de vous recevoir ici sur Tandem TV. Alors Sabrina Medjeber, vous êtes essayiste, vous êtes Ouais. chroniqueuse à la télévision, on vous y voit souvent sur les plateaux et c'est un vrai Ouais. plaisir que de vous entendre, non pas parce que vous avez le verbe facile ou pas simplement, mais parce que vous y avez un courage, parfois même une audace de la complexité qui est quand même un Ouais. petit peu rare sur des plateaux de télévision où on sent que souvent il y a la norme euh, qui est un petit peu la doxa des plateaux de télévision. Et vous, vous avez Ouais. le courage de dire les choses. D'ailleurs, vous Ouais. utilisez souvent Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors, Très vous, juste. vous avez, je le disais, ce passé essayiste, vous êtes également à la direction d'une école de conseil en images, qui est d'ailleurs est Oui. présente dans plusieurs pays d'Europe. Vous avez ce souci-là de la pertinence, de la gestuelle, et finalement, vous y alliez franco quand sur les plateaux de Ouais. télévision, vous rappelez, j'allais presque dire cette expression, de remettre l'église au centre du village Ouais. et de vouloir dire très sérieusement, avec beaucoup de force et de conviction, ce qui est pour certains des phénomènes, des épiphénomènes, vous vous dites non. L'émigration, la laïcité en danger, D'accord. l'antisémitisme grandissant, et finalement le point de vue sur Israël qui semble effectivement être le faux-nez de l'antisémitisme. Alors, Sabrina Medjeber, la première question, et je serai ici soutenu par mes camarades chroniqueurs, ma première question c'est d'où vous vient cette force, cette conviction et ce courage, parce que je sais que ce n'est pas facile tous les jours, vous êtes parfois menacé, vous êtes parfois très ennuyé après avoir pris la parole sur un plateau de télévision. Alors d'où vous vient cette force, cette conviction de vouloir finalement remettre les choses à leur place? Alors, ma force, ma conviction ou mes convictions, mes ressources en réalité, elles émanent d'un parcours personnel. C'est-à-dire que moi, je suis française, d'origine algérienne, plus précisément berbère, et j'ai grandi dans un monde hostile en France. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une cité où l'anthropologie sociale du monde de la cité, et que ce soit de la mienne ou les autres, hein, c'est le même schéma qui s'applique malheureusement partout et qui perdure depuis maintenant 40 ans en France, hein, est une anthropologie qui m'a fait beaucoup de mal. Je m'explique. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école de la République, et c'est l'école de la République qui m'a sauvée parce que j'y trouvais un refuge identitaire, parce que j'ai très tôt compris dans ma vie que l'école me permettait de converser avec les plus grands et donc de pouvoir m'émanciper. Et c'est grâce à cette émancipation-là, depuis petite, que je suis devenue la femme que je suis. Mais pas seulement, pas seulement. Pourquoi? Parce que dans un monde très viriliste, clanique, où il est très difficile pour une femme d'origine algérienne de ne pas s'habiller comme ils le veulent, de ne pas faire le ramadan parce qu'ils le font, de ne pas pouvoir sortir avec des Français parce que c'est haram, de ne pas faire le ramadan parce que c'est haram, de ne pas fréquenter des gens du même milieu ethnico-religieux parce que c'est haram. Tout ça a été un combat de longue haleine, mais depuis petite. Donc les ressorts aujourd'hui que j'ai, en tout cas qui s'expriment à travers mes interventions télévisuelles ou ce que j'écris dans certains médias de la presse écrite, ne sont en fait, mon combat n'est finalement que le reflet de ce que j'ai vécu. Donc c'est quelque chose qui est très charnel en réalité. C'est pas simplement une idéologie que je défends parce que elle me plaît et qu'elle me fait du bien et qu'il faut la défendre parce que c'est mon pays. C'est doublement parce que c'est cette idéologie-là, c'est cette laïcité dont vous parliez tout à l'heure, ce sont ces valeurs-là qui m'ont permis, moi personnellement,
de m'échapper, si vous voulez. J'ai grandi dans un monde clôturé, j'ai grandi dans un monde balisé. Et la France, parce qu'elle a été et parce qu'elle est, et malheureusement ce qu'elle se perd, m'a permise aujourd'hui d'être la femme que je suis. Donc le courage que j'ai en réalité, c'est finalement une combativité intérieure parce que très jeune, j'ai intériorisé ces deux mondes-là, ces deux civilisations-là, la civilisation clanique, la civilisation de l'honneur, la civilisation de la honte, qui est celle justement du poids traditionnaliste du monde de la cité, et d'un autre, la civilisation de la liberté, de la laïcité, de l'émancipation, de l'individualité, de la singularité que m'a offert la France à travers notamment l'école de la République. Vous avez dit le mot singularité, c'est exactement dans le sens noble du terme ce qui vous caractérise. Quand il y a eu le 7 octobre ce choc mondial, absolument, absolument. Je dis mondial parce qu'il ne concerne pas qu'Israël ni que les Juifs, mais il concerne le monde entier. Vous avez tout de suite eu cet engagement, de vouloir dire les choses, dire que les manifestations qui avaient lieu, elles étaient malhonnêtes au sens bien évidemment de ce qui était présenté comme slogan pour remuer les masses. Finalement, vous avez vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis des Juifs, eu des mots très très justes. Est-ce que il y a quelque chose qui vous a accompagné, qui vous a donné un petit peu cette connaissance d'Israël et des Juifs pour pouvoir répondre avec autant de verve sur les plateaux de télévision? Alors, la première chose, c'est que lorsqu'on touche à un Français de confession juive ou à un Juif en général, on touche à mon frère et on touche à ma sœur, donc on touche à l'humanité. Je pense et je reste persuadée que c'est l'humanité qui a été frappée. Au-delà des clivages ethniques ou religieux, c'est quelque chose d'abominable. Donc évidemment que j'ai été très sensibilisée par ce pogrom du 7 octobre. Je me suis réveillée ce samedi matin à 6h30. J'ai regardé Twitter et je me suis dit, ça va être la guerre. C'est une évidence. Ça, c'est la première des choses. Donc, les Juifs sont nos frères de l'humanité et nous devons les défendre, nous devons les protéger d'où qu'on vienne et qui qu'on soit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que moi, je n'ai pas grandi avec des Français de confession juive. Lorsqu'on dit en France que les Juifs n'ont pas grandi dans les quartiers populaires, c'est vrai. Moi, je n'ai pas connu de Français de confession juive dans la cité des Louvrais à Pontoise. Je les ai découverts une fois que je suis devenue une Parisienne. Et je comprends en réalité, c'est aussi pour ça que je partage la douleur des Français de confession juive, cette injustice absolument, mais comment vous dire, mais c'est plus que menaçante, c'est plus qu'inquiétante, c'est une inquiétude qui est menaçante aujourd'hui. Moi, j'ai des témoignages de Français de confession juive qui me disent « Je ne peux plus mettre ma mezouza parce que j'ai peur. Je ne peux plus envoyer mes enfants à l'école parce que j'ai peur. Je ne peux plus prendre de taxi parce que j'ai peur qu'on reconnaisse mon nom et qu'on identifie mon adresse. J'ai des Français de confession juive qui me disent « Je ne peux plus me faire livrer parce que j'ai peur qu'on repère mon appartement. » Est-ce que vous vous rendez compte que la République française, soi-disant unie et fraternelle, arrive aujourd'hui à faire peur à ses concitoyens? Mais où va cette France? Donc l'injustice que vivent les Français de confession juive et les Israéliens, mais dans une autre dimension, parce que là-bas, il s'agit de barbarie, il s'agit d'abominations innommables. Mais en France, aujourd'hui, à échelon ou à géométrie variable, on va dire, les Français de confession juive ont peur. Moi, lorsque je suis allée manifester, par exemple, dimanche dernier, à la manifestation contre l'antisémitisme, je n'y ai pas vu de revendications communautaires, je n'y ai pas vu de hordes de personnes exhortant certains à l'islamophobie, comme on a entendu dans les médias. Je n'ai pas vu de Français de confession juive crier à la douleur. J'ai vu une marche digne, une marche paisible, une marche humaniste, une marche de lumière, une marche main dans la main pour manifester contre l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme aujourd'hui est malheureusement, et c'est là où j'en veux énormément au président de la République, c'est que c'est une cause qui a été dévoyée au nom de cet antiracisme qui ne dit pas son nom. Pourquoi est-ce qu'on manifeste contre l'islamophobie
Et pourquoi est-ce qu'on ne manifeste pas contre l'antisémitisme? Ça veut dire quoi? Que c'est une cause qui doit être minorée dans notre pays? Ça veut dire que les Français de confession juive ne souffrent pas, ne comptent pas, et qu'on ne doit pas marcher auprès d'eux pour les soutenir? Parce qu'il y en a certains qui ont des familles qui sont encore en otage, ou qui ont des femmes peut-être, ou des nièces, ou des tantes, ou des oncles, que sais-je, qui ont été tués, qui ont été violés, qui ont été meurtris, ou qui vivent encore sous le traumatisme psychologique de cette guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est désunis? Ça veut dire que c'est la République des Juifs contre celle des musulmans dans ce pays? Oui, puis les Donc sujets. oui, c'est une injustice que je partage et c'est une injustice que je combats. Un Français de confession juive, il ne doit pas avoir peur d'être juif en France, en fait. Mais on marche sur la tête dans ce pays. Et pourquoi est-ce que les politiques ne se saisissent pas de cette question? Alors ils organisent des marches, oui, très bien. Mais que font-ils? Que font-ils concrètement? Il y a Galit qui voudrait vous poser une question. Alors, bonsoir Sabrina. Je suis ravie vraiment Galit. de pouvoir échanger avec vous. J'ai vu que vous disiez, en préparant cette émission, j'ai vu que vous aviez quelque chose qui revenait, c'était que vous faisiez le constat que la République ne joue plus son rôle de rempart par rapport à l'obscurantisme. Alors vous l'appelez l'obscurantisme. Il y a un vrai problème. J'ai quelques années de plus que vous. Moi, j'ai grandi à Sarcelles. Et j'ai grandi dans une ville. C'est une ville de banlieue. C'est une cité. Sarcelles, c'est une grande cité. Et j'ai grandi dans une ville où on a grandi tous ensemble. C'est-à-dire que les Juifs n'allaient pas à l'école juive, ils allaient à l'école publique de la République, et où on était tous ensemble, mélangés, et où effectivement, ma meilleure amie s'appelait Sabrina. C'était une enfant d'origine qui était née en Algérie. Moi, j'étais née en Israël. Et quand on est arrivé la même année, en 1974, on est arrivé ensemble à Sarcelles et on a été mises dans la même classe. Et finalement, on a dû se reconnaître quelque part parce qu'on s'est rapprochés. C'est devenu ma meilleure amie jusqu'à l'âge de 16 ans où je suis revenue en Israël. Et les parents de Sabrina, contrairement à nous, qui tenions à garder une identité juive forte, les parents de Sabrina, à Noël, faisaient le sapin de Noël. Et les parents de Sabrina les obligeaient à parler français à la maison, alors qu'ils étaient tous nés en Algérie. Que s'est-il passé, selon vous? À quel moment il y a eu cette coupure entre cette génération-là, qui n'aspirait qu'à une chose, c'était qu'à leurs enfants s'intègrent? Que s'est-il passé avec les enfants de cette génération-là qui ont été élevés à l'école de la République et justement à qui on a donné les mêmes chances? Sabrina, elle a eu les mêmes chances que moi. Pas moins ni plus. Alors, chère Galit, il y a plusieurs réponses en fait à apporter à votre question et à votre constat surtout, qui, je pense, aujourd'hui ne sera plus possible. Clairement. Il y a une idéologie aussi qui s'est instillée chez les jeunes des quartiers. C'était à l'initiative de Julien Drey à l'époque, de Malek Bouti, d'Harlem Désir. Ce fameux touche pas à mon pote, ce fameux, j'ai même oublié son nom, SOS Racisme. Voilà, c'était ça avec la main jaune, etc. Oui, je m'en souviens très bien. Qui a commencé, si vous voulez, à instiller dans les esprits une lecture victimaire des rapports sociaux, en faisant croire à ces jeunes qu'ils étaient discriminés par une France colonialiste, esclavagiste, raciste, discriminante. Alors qu'en effet, vous l'aviez souligné précédemment, vous avez grandi dans la même école, nous avions tous les mêmes droits, nous avions tous les mêmes devoirs, et les parents, justement, les primo-arrivants, sont arrivés en France dans l'espoir précisément d'apporter une éducation et donc une émancipation sociale et économique pour leurs enfants, ayant eux vécu déjà des guerres de décolonisation ou celle du protectorat au Maroc, dans l'espoir, encore une fois, de pouvoir permettre à leurs enfants une forme d'élévation. Et il se trouve qu'au carrefour des années 80, au moment où est né SOS Racisme, qui a été, si vous voulez, l'amoncellement de ce qui allait se produire bien plus tard, parce que malheureusement, les générations issues de l'immigration n'ont fait que se déliter à propos de cette question de l'antiracisme. Et donc, ça a créé, ça a nourri des esprits imprégnés de cette victimisation qu'ils pensent réelle, d'un désir de revanche, d'un désir de vengeance, d'un désir de revendication, d'un désir d'offensive.
Et puis après, les années sont passées et les frères musulmans sont arrivés dans les quartiers. Hein. Ils sont arrivés au moment où l'Algérie vivait la décennie noire et que Charles Pasqua ne savait pas comment gérer l'islam consulaire. Pourquoi ? Parce que les islamistes du GIA étaient arrivés en France et commençaient à prêcher dans les mosquées. Donc il a demandé à l'Algérie, à cette époque-là, de surveiller qui était dans les mosquées. Et à partir du moment où on offre, entre guillemets, cette possibilité aux Algériens, les Marocains ont demandé leur mosquée, les Turcs ont commencé à demander leur mosquée, et petit à petit, le tissu de l'islam consulaire s'est installé dans les quartiers. Et le problème, c'est que la mosquée étant un lieu de culte, a été, si vous voulez, dirigée par des imams qui n'ont pas été surveillés, et qui ont donc tenu une parole, si vous voulez, littéraliste, voire même personnalisée de la lecture du Coran ou même du corpus de l'islam, parce que l'islam, ce n'est pas que le Coran, hein, c'est aussi autre chose, et une jeunesse qui a été très sensible à cette nouvelle identité qui leur a été conférée par l'islam consulaire. Ensuite, il y a eu le virage de Creil, de l'affaire de Creil, où là, l'islamisme, l'intégrisme religieux a tenté de s'institutionnaliser. Et petit à petit, les politiques, c'est pour ça que j'insiste énormément sur revoir la nationalité et les conditions d'attribution de la nationalité qui normalement sont greffées à l'assimilation parce que c'est très important. Si vous demandez, vous obligez les populations étrangères à s'assimiler aux mœurs civiques de la vie française, eh bien vous faites de la France votre patrie. Et donc ça ne laisse pas de gage aux élus clientélistes qui vont négocier justement nos valeurs, comme les baux amphithéotiques pour des mosquées, l'adage qui dit une mosquée, 3 mandats par exemple, comme notre laïcité qui veut que la République protège nos enfants, qu'elle protège des influences idéologiques de la religion et même aujourd'hui de l'idéologie du transgenrisme par exemple. Donc petit à petit, si vous voulez, ma chère Galit, il y a eu un délitement de l'identité française chez ces enfants issus de l'immigration que n'avaient pas leurs parents, précisément. Mais en plus, ils ont compris que désormais, ils avaient des relais politiques et des relais religieux, les uns étant la jambe de l'autre, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on assiste aujourd'hui à une désagrégation totale de ces quartiers qui est complètement éloignée et qui ne veut même plus entendre parler de ce que c'est que de l'identité française. Et alors, aujourd'hui, si on fait même une analyse anthropologique beaucoup plus poussée que ça, c'est-à-dire que la question même de l'intégration culturelle, je parle juste de l'intégration culturelle, c'est-à-dire respecter ton pays. Je ne demande même pas l'assimilation, d'en faire ta patrie, parce que de toute façon, le patriotisme en France, c'est presque un gros mot, quoi. Oui, c'est ça, même pour les Français. Français. Aujourd'hui, comment ? Même pour les Français, je disais. Même pour les Français de souche. Exactement. Et aujourd'hui, l'autre problème et le vrai fléau, c'est la drogue. Aujourd'hui, c'est la sociabilité et l'économie parallèle de la drogue, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter, Sabrina, 2 points, me semble-t-il, importants. Celui de l'explosion des réseaux sociaux, qui a amené effectivement donc la démultiplication justement de ces prédications dont vous disiez qu'elles étaient littéralistes et personnelles, mais en plus qui s'est substitué au désir de connaissance même de l'islam, et que finalement, n'étant pas protégé par de la vraie connaissance, une connaissance ouverte, une connaissance croisée par plusieurs interprétations, eh bien finalement, on prend celle qui vient, on prend celle qui est la plus virale possible, et aujourd'hui, et ça c'est un thème, je sais, qui vous tient à cœur, cette violence qui saisit un petit peu toute la France et même les coins les plus reculés de France. On a eu quelques exemples récents. Exactement. Alors finalement, on se retrouve avec comme si on était dans une impasse entre immigration non contrôlée, en même temps le manque d'outils pour justement remettre la République au centre des préoccupations de ces primo-arrivants ou, en tous les cas, seconde génération, et puis finalement, en même temps, des relais sociaux qui sont hors sol, hors contrôle, et on se retrouve avec finalement une gestion inextricable. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense que vous avez tout à fait raison et que les réseaux sociaux sont un dramatique, et je dis bien un dramatique, mécanisme réputationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on se crée des avatars identitaires et l'avatar identitaire obtient sa surenchère d'honorabilité, on va dire, par le nombre de vues, par le nombre de likes, par le nombre de retweets et également par le nombre d'insultes qui assoient finalement une forme de légitimité dans la position que l'on prend à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est effectivement un vrai danger parce que les jeunes utilisent les réseaux sociaux, les jeunes se nourrissent des réseaux sociaux et les jeunes, encore une fois, se créent une identité, une vitalité collective à travers les réseaux sociaux. Je sais de quoi je parle, j'en ai fait les frais. Lorsque j'ai dit chez Laurence Ferrari une simple vérité, hein, sans connotation idéologique aucune, lorsque j'ai relaté les chiffres du ministère de l'Intérieur en disant précisément qu'il y avait une montée d'actes antisémites en 3 semaines qui a dépassé celle de l'année 2022 tout entière. Donc ça, c'est la première des choses. Gérald Darmanin donne des chiffres et moi, je ne peux pas m'empêcher parce que je ne supporte pas l'hypocrisie et surtout le dévoiement des causes. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. Quand j'ai entendu le recteur de la mosquée de Paris nous parler d'actes anti-musulmans et que je dis mais où sont les actes anti-musulmans? J'aimerais qu'on me le précise en fait. Mais quand je dis ça, je ne critique pas la religion musulmane. Qui suis-je moi pour critiquer la foi des gens ou juger de la foi des gens? Je suis une laïcarde, une républicaine. Ça veut dire que je respecte les préceptes de notre République à travers la liberté de conscience. La liberté de conscience qui est le socle de la liberté d'expression, la laïcité qui est le socle de l'émancipation parce qu'elle nous permet de croire et de ne pas croire. Eh bien, cela, monsieur, ça m'a valu des menaces de mort, des torrents d'insultes sur les réseaux sociaux parce que les uns récupèrent ce qu'ils veulent récupérer et divulguent ce qu'ils veulent divulguer. Mais sauf que les personnes qui émettent ces vidéos-là, elles ne se rendent pas compte de la caisse de résonance que ça peut avoir. Et même ça a d'ailleurs, fini par menacer ma famille, diviser ma famille, cette histoire. Donc ça, si vous voulez, c'est la première des choses. Maintenant, sur l'idéologie frériste. Moi, je ne suis pas une théologienne. Je ne vais pas m'arroger ce droit, je ne l'ai pas. En revanche, je peux vous dire qu'effectivement, il y a toujours eu un islam des caves dans les quartiers. Ça, c'est une réalité. Et qu'il n'y a jamais eu de contrôle sur ce qui se dit et ce qui se pratique. Mais comment faire en même temps? Est-ce que l'État a les moyens de condamner une idéologie? Est-ce que l'État français a les moyens de verrouiller une idéologie? Pas possible. Ce n'est pas possible en France. En Autriche, oui. En Autriche, les frères musulmans, par exemple, ils sont considérés comme une organisation terroriste. C'est le cas en Russie, c'est le cas même en Syrie. Même en Égypte. Pareillement. En Égypte, absolument. D'où sont nés d'ailleurs les frères musulmans, hein, historiquement. Et dans d'autres pays arabes. Donc, c'est très difficile pour l'État français parce que l'État français est laïque. L'État n'intervient pas dans la gestion des cultes. Et aujourd'hui, on est là, si vous voulez, en décalage par rapport à une offensive qui ne se masque plus. On a eu récemment les déclarations d'un imam à Toulouse qui avait prêché des prêches ou des hadiths. C'était un hadith, qui avait prêché des hadiths antisémites. Et lorsqu'on s'en étonne, il se dit « Ah mais non, mais en fait, j'ai pas trop compris de quoi ça s'agissait. » Alors, vous voyez, ils prêchent d'un côté souterrainement, puis dès que la justice s'en saisit, là, d'un coup d'un seul, ils savent plus ce qu'ils font, etc. Mais en définitive, qu'est-ce qui s'est passé? L'imam de Beaucaire, pareillement, à Montpellier, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien du tout. Donc voilà, vous voyez, donc si vous voulez, on arrive à identifier ce qui se dit, on arrive à identifier ce qui se passe. Ces gens-là enrôlent une jeunesse, une grande partie de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers, si vous voulez, il y a une combinaison entre l'islam radical, ou l'islam, on va dire, frériste, qui est quand même aussi le soubassement du passage à l'acte djihadiste, et dans un même temps, une délinquance narco-banditique qui nourrit, qui s'auto-nourrissent. Et il n'y a plus de place aujourd'hui pour la République française, les valeurs de la France, la liberté, l'égalité, la fraternité. Tout ça est devenu complètement obsolète. Tout ça a complètement disparu. Donc, on est aujourd'hui, en tout cas, le pouvoir politique aujourd'hui, il est face à un mur. Mais ça, si vous voulez, c'est son problème. Moi, je me fiche qu'il soit face à un mur. Je me fiche qu'il ne soit pas capable de résoudre ce problème. Aujourd'hui, c'est l'antisémitisme qui croît. C'est l'antisémitisme qui menace aujourd'hui, vous voyez. Bien sûr. Et que fait l'État français, à part organiser une marche? Rien. Le président de la République,
lorsqu'il a annoncé qu'il ne viendrait pas. Mais moi, j'ai eu honte pour lui. Le président de la République, c'est qui? C'est bien le garant de nos institutions. Quelle est la devise de la République? Liberté, égalité, fraternité. Que dit l'article 1 de la Constitution? La République est unie et indivisible. Comment se fait-il que le président de la République ne soit pas là? Alors, à ce Et sujet... qu'on apprenne que bizarrement, il ait reçu Yacine Bellatar. Yacine Bellatar. Yacine Bellatar. Un délinquant notoire. Alors, à ce sujet, Oui, Sarah, oui, une question de Sarah. si je peux me permettre, Sabrina, bonsoir. Alors, Bonsoir. tout d'abord, vraiment bravo, parce que j'entends votre combativité. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, parce que moi, je pense que la guerre qu'on mène aujourd'hui, c'est une guerre du bien contre le mal. C'est vrai. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. C'est où on est dans le camp du bien, on est dans le camp du mal. Maintenant, il y a une hausse de l'antisémitisme depuis maintenant plus d'un mois. J'entends des chiffres assez hallucinants. Le conflit, à chaque fois que il se passe quelque chose ici, s'exporte sur le sol français. Mais j'ai l'impression que c'est toujours plus terrible, que ça prend toujours des proportions encore plus grandes. Les Juifs de France, comme vous dites, ont peur, hein, tout simplement. Il y a une hausse de demandes d'immigration vers Israël, il faut le savoir. Maintenant, je veux avoir votre avis, justement, puisque vous vivez au quotidien, vous êtes confronté au quotidien à tout le monde là-bas en France. Est-ce que vous pensez que, le Juif de France peut-il envisager de continuer à vivre ou un avenir quelconque en France? Et aussi, est-ce que vous pensez pas, parce que quand j'entends votre discours, est-ce que vous pensez que le français, mais vraiment le français, hein, tout simplement, a aussi, lui, de l'avenir en France? C'est ce que j'ai envie d'entendre, en fait. Alors, c'est Sarah, votre prénom? Oui, tout à fait. Alors, ma chère Sarah, la question que vous posez, elle arrive dans un contexte particulièrement inquiétant en France, suite à la mort de Thomas. À Crépol, samedi soir, dans son bal municipal. Alors, les Juifs, moi, en tant que Française, hein, évidemment, je n'aime pas dire les Juifs. Ils sont Français de confession juive. C'est-à-dire qu'en France, la contingence citoyenne, elle est au-dessus de l'ethnicité, elle est au-dessus de la religiosité. Nous sommes d'abord Français et ensuite nous sommes de confession de quelque chose. Les Français de confession juive, moi, je vous parle de mon expérience. Oui, ils ont peur. Oui, ils ont peur. J'ai reçu, après les passages télévisuels que j'ai faits chez Laurence Ferrari, consécutivement au pogrom abominable, des dizaines de messages, je vous assure, Sarah, des dizaines de messages, mais poignants, mais qui m'ont fait pleurer sur le canapé lorsque je les lisais, parce que, pour en revenir à ce que disait Galit tout à l'heure, j'avais l'impression de lire l'histoire de ma vie, j'avais l'impression que c'était mon propre narratif, en fait. Ces femmes, ces hommes immigrés, déracinés, pieds noirs, etc., qui ont grandi dans une France unie, une France où le communautarisme n'existait pas, une France où on était copains dans la même cour, on jouait aux billes, et qui ont malheureusement, qui pensent aujourd'hui à quitter la France en se disant, mais la France ne nous protège plus, en fait. Et qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Je veux dire, le pouvoir politique est tellement en déphasage avec ce que vit le peuple, qu'il n'est pas capable de comprendre les angoisses et les souffrances. Gérald Darmanin, moi je ne peux pas lui en vouloir, il est ministre de l'Intérieur. Lui, il est là pour relater des chiffres qui sont liés à la diligence d'enquête, suite à des plaintes déposées. Donc lui, il est là pour chiffrer malheureusement ce malheur. Mais les Français de confession juive aujourd'hui, s'ils ont décidé d'une marche contre l'antisémitisme, c'est qu'il y a une raison. Ça n'est pas venu ex nihilo. C'est qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils me l'écrivent, ils me le disent. Moi, j'ai des amis ici à côté de la maison qui viennent me voir, qui sont venus me voir consécutivement au pogrom en cachette, en me disant j'ai peur de me garer ici parce que j'ai peur en fait, je ne sais pas ce qui va se passer. On pourrait me reconnaître, on pourrait venir m'agresser. Et on était là comme ça à se dire on est dans un bar et puis si on se voit, on se voit chez Solange, on se voit chez Agnès. On ne sait pas trop comment faire, etc. Donc ça, oui, c'est une réalité. Après, sur pourquoi est-ce que ce conflit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une intifada ou une forme de guérilla ou de guerre sur le territoire de la bande de Gaza, pourquoi est-ce que c'est autant
explosif en Europe, c'est parce que déjà, il y a une immigration arabo-musulmane qui est très importante. Il ne faut pas oublier ce qu'on a vu en Allemagne. Et alors là aussi, moi, ça me fait doucement rire parce que je me souviens que Angela Merkel avait accueilli les réfugiés syriens qui précisément fuyaient l'État islamique et qui, lors des manifestations à Berlin, ont carrément brandi le drapeau de l'État islamique. Donc à un moment donné, c'est aussi le dramatique arroseur arrosé. Mais ça, c'est une question de politique générale qui veut que... Et en France, on a exactement le même phénomène, même s'il est beaucoup plus minoré, même s'il est beaucoup plus sous-dimensionné, parce que la population... on va dire, arabo-musulmane en France est beaucoup moins importante et aussi parce que je pense que le ministre de l'Intérieur fait le travail et que la DGSI travaille aussi beaucoup sur l'identification des agitateurs. Il ne faut pas non plus oublier, ma chère Sarah, que ces agitateurs n'existeraient pas sans relais politique. Il ne faut pas non plus oublier que sans la France insoumise qui a pris parti clairement, mais à juste titre, de la cause palestinienne, qui est une cause tout à fait honorable. Quand on est humaniste, on défend les êtres humains. Quand on fait de la politique, on défend tout le monde. Pas simplement une partie de la population qui arrange l'électorat. Sabrina, il va nous falloir conclure et je voudrais juste vous dire que il existe des combats qu'on croit perdus d'avance. C'est vrai que quand on entend le secrétaire général des Nations Unies dire qu'il n'avait jamais vu de massacre autant important que celui auquel il assiste à Gaza contre la population de Gaza. On voudrait lui rappeler, bien évidemment, mais est-ce que ça sert à quelque chose de lui rappeler les 500 000 morts syriens, ceux qui se passent Absolument. Au Soudan, etc. Enfin, il y a une doxa et on pourrait croire que c'est une chape de plomb. Mais votre voix venant de vous, et ce soir sur Tandem TV, vous n'avez pas dérogé à la règle. Votre règle, votre voix et celle d'autres personnes qu'on voit aussi parfois sur des plateaux de télévision être très courageux. Je pense à cette policière qui d'un syndicat. Linda Kebab. Oui, vraiment. Et puis même l'ex-compagne du rédacteur en chef de Charlie. Et finalement avoir cette voix libre et avec de la connaissance du contenu et de l'expérience. Ben moi je vais vous dire. J'ai plutôt confiance que vos voix ne seront pas étouffées, et ils ne peuvent pas, en vous voyant ce soir autant vive et autant combative, il y a des chances que ce soit vous qui gagnez, et pas la version sombre, malheureusement, de la population. Oui, je l'espère. Je l'espère que les lumières gagneront et éteindront les ténèbres. Vraiment. Et les lumières, moi, je pense qu'elles viendront de vous, des femmes d'origine musulmane, justement, musulmane ou d'origine algérienne, marocaine, même iranienne, avec, je ne me souviens plus son nom, Abnous. Et son fameux discours. Abnous Salmani, bien sûr. Abnous Salmani, bien sûr, qui elle aussi est très courageuse. Vraiment, vous êtes vraiment très très courageuse parce que c'est pas évident aujourd'hui en France de s'exprimer comme vous le faites. Et nous, en tout cas, on vous en remercie. Merci Sabrina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous tous. À vous aussi. Merci. À vous aussi. Au revoir.